Oui, bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes pour une animation un petit peu particulière. Aujourd'hui, on va parler des sociétés civiles immobilières. Alors, si vous êtes présent, ce que je vous invite à faire, c'est me faire un petit coucou au passage. Ça me permettra effectivement de me sentir un petit peu moins seul durant cette heure. Excusez-moi, oui, on va rester un petit peu une heure ou entre 45 minutes et une heure. Bon, nickel. Je vois que tout le monde me fait un petit coucou. C'est génial. Ok, nickel. Alors, écoutez, ce que je vous propose, déjà, je suis super content d'animer cette réunion. Une réunion un petit peu spéciale, comme je le disais, puisqu'elle est le début, en fait, d'une première série qui va durer 30 jours, temps du confinement. Tous les jours, nous allons faire un webinaire qui sera différent l'un de l'autre. Alors, c'est pas tout à fait ce que je vais dire, parce que, en fait, semaine dernière, on en a fait 8, 8 webinaires, qui étaient exclusivement dédiés aux mesures fiscales et aux mesures sociales censées contrer les conséquences économiques liées au coronavirus. Demain, nous en ferons encore une autre, donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, puisque les choses ont encore été modifiées et ont été changées. Mais aujourd'hui, on va parler de tout à fait autre chose. On va parler très exactement d'immobilier, ou plus spécialement d'immobilier locatif. Alors, pour pouvoir le faire, eh bien, je vais traiter un certain nombre de choses, notamment, je vais me mettre comme si j'étais un particulier, et à travers un exemple, en fait, je vais découper mon webinaire auprès de trois, très exactement, parties. La première, effectivement, si j'achète en direct, comme un particulier, d'ailleurs, dans 95% des cas, c'est cette situation. La seconde, on va traiter de la partie liée par le fait d'acheter une société civile immobilière, enfin plutôt plus exactement de construire une société civile immobilière et d'acheter le bien avec. Et puis la troisième, c'est d'utiliser la partie d'une holding pour pouvoir avoir une SCI, pour pouvoir acquérir un bien immobilier. Alors pour ceux ou celles qui viennent d'arriver, je vois que le nombre a augmenté, un petit coucou, je suis Patrick, je suis le cofondateur de Doux et expert comptable, et nous serons ensemble à peu près 45 minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, je vais au fur et à mesure avancer, et ce que je vous propose à chaque partie, n'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse moi-même y répondre. Alors, on va commencer tout de suite par la première slide, qui est comment est-ce qu'on fait pour acquérir un bien locatif. Alors, je rappelle que la société civile immobilière, c'est pas simplement un moyen pour améliorer son patrimoine personnel, parce que somme toute, en achetant en direct, on peut le faire également. Vous allez voir que c'est également un outil fiscal et qui est assez redoutable, et c'est ce que je vous propose de voir au cours de ce séminaire. Alors, je vous l'ai dit, on va prendre trois façons d'acquérir et on va les développer au fur et à mesure. Le premier cas, donc, c'est les petits bonhommes que l'on a mis. Vous voyez qu'il fait l'acquisition en direct. Le second, il passe par une société civile immobilière. Et puis le troisième, il y a une holding qui s'interpose, enfin une holding ou une société. On verra tout à l'heure la façon dont on va procéder. Alors, comme je vous l'avais dit, on va prendre le cas d'un particulier avec tout simplement quelques chiffres. Alors ces chiffres, bien évidemment, ils sont pas objectifs, enfin ils sont objectifs, si, et ils sont tirés de chiffres réels, mais néanmoins, il va falloir les adapter. Et puis, il y a des hypothèses que l'on a prises que vous ne prendrez pas nécessairement. Et donc, ce que l'on a fait, on a pris un bien immobilier d'une valeur de 300 000 euros, et on a décidé effectivement de l'acquérir. Et donc là, on va l'acquérir en direct cette fois-ci. Oui, vous aurez, Frédéric, un lien sur un replay. Normalement, c'est enregistré. Et puis, des frais de notaire de 21 000 euros, les fameux 7% que l'on voit de façon assez régulière. Et puis, des frais d'agence de 9 000 euros, ce qui nous fait un total de 330 000 euros en tout. 330 000 euros, donc c'est le montant de l'investissement global. Et puis, on fait un apport de 30 000 euros. Et puis, j'ai décidé de faire un emprunt sur 15 ans. Alors, pourquoi 15? On aurait pu prendre 20, on aurait pu prendre 25. Et puis, si on se trouve à Paris, c'est plutôt 30 ans. Mais je rappelle que là, on est dans le cas quand on a un emprunt pour acquérir un bien locatif, et que, en règle générale,
que ce soit en direct. Bon, en général, on a 15, 20 ans, voire 25, mais c'est hyper rare. Dans une société civile immobilière, en règle générale, on arrive uniquement qu'à 15 années. Et c'est pour ça que j'ai pris 15 ans, mais on pourrait bien évidemment prendre l'exemple sur des durées moindres. Alors, pour vous éviter de faire des calculs là de tête, je me suis permis effectivement de caler cela. Alors en vert, c'est les loyers mensuels que l'on peut obtenir d'un bien immobilier qui vaut 300 000 euros. Alors je rappelle, je suis à Lyon, le taux de rentabilité est relativement bas et il est certain que si on se trouve dans un lieu peut-être moins fréquenté que Lyon. Enfin, ces temps-ci, je crois qu'il n'y a rien qui est fréquentable ou au niveau des rues, mais supposons effectivement qu'une ville comme Lyon, qui comporte quand même 2 millions d'habitants désormais, le prix de l'immobilier est très cher et les loyers sont, même s'ils sont élevés, n'ont pas suivi le rythme. Ça veut dire que le taux de rentabilité n'est pas très bon et si on va à Paris, c'est encore pire, hein, où les taux sont désormais de 1,5-2% à tout casser. Si vous vous trouvez dans d'autres endroits, il est évident que chaque ville possède ses propres taux de rentabilité. Mais là, j'ai pris un exemple avec un loyer mensuel qui fait 800 euros. Et puis de l'autre côté, à droite, hein, on voit les échéances mensuelles de l'emprunt. C'est 1 900 euros, c'est la sortie financière qu'il faut faire. Et puis, j'ai compté à peu près des charges mensuelles en tant que propriétaire et de taxes foncières égales à 1 200 euros par an, c'est-à-dire 100 euros par mois. Et là, si vous faites l'addition, 1 900 plus 100, ça fait 2000. 2000 moins 800, eh bien, il manque tous les mois 1 200 euros qu'il va falloir combler. Hein, c'est très important. Je vous rappellerai ça tout à l'heure et c'est pas totalement anodin et vous allez comprendre pourquoi. Alors, si je fais l'acquisition d'un bien immobilier en direct, je vais me retrouver avec 3 possibilités de situation fiscale. Le premier, c'est que naturellement, si on loue un bien immobilier, on a 2 choix. Soit on le loue nu, soit on le loue meublé. Alors, louer nu, ça veut dire que tout simplement, le bien, eh bien, il y a rien comme bien dit mobilier. Hein, ça ne veut pas dire pour autant que certaines facilités comme cuisine, par exemple, qui est devenue ce qu'on appelle une immobilisation par destination, c'est-à-dire que c'est un bien immeuble parce que elle a été, on ne peut pas l'enlever sans casser les murs ou sans casser la cuisine elle-même. Dans ces cas-là, effectivement, on loue toujours nu. Et quand on loue meublé, ça veut dire qu'on va commencer à l'équiper avec notamment un lit, avec des chaises, avec des couverts, avec un certain nombre de choses. Alors j'attire quand même votre attention parce que parfois la question m'est posée si il suffit de mettre une chaise, une table et puis un verre et puis un couvert, si ça fonctionne. Non, il y a quand même un minimum quand même à respecter. Et là, je vous invite effectivement soit à aller voir sur Internet, soit éventuellement nous poser la question. Mais vous avez bien compris, soit on loue nu, soit on loue meublé. Et donc, à chaque situation, il va correspondre en fait à un régime fiscal. Alors, si je prends le cas du microfoncier, c'est le premier. Alors, est-ce que la même condition pour une location professionnelle? Non, on verra tout à l'heure, Estelle, si vous voulez bien. Le microfoncier, c'est un système un petit peu spécial et on va le voir tout de suite. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que le microfoncier, comme le revenu foncier, en règle générale, effectivement, c'est plutôt du nu. Et quand on passe en LMNP, dans ces cas-là, c'est nécessairement meublé. Hein. Et pour répondre à Estelle, quand il y a une location professionnelle, généralement, mais c'est pas une obligation, c'est du nu et ça rentre dans le microfoncier ou dans le revenu foncier sans difficulté. Donc la réponse est oui, ce sont exactement les mêmes conditions. Alors on va parler tout de suite, là en l'occurrence, juste un petit point sur avant, un microfoncier, c'est un régime fiscal qui est relativement simple et on va le voir tout de suite, qui correspond en fait à pratiquement tout le monde. C'est-à-dire que quand vous avez du microfoncier, tous ceux qui génèrent moins de 15 000 euros de revenus fonciers non meublés, avec un maximum de 15 000 euros par an, vous êtes obligatoirement dans du microfoncier. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'option à exercer, vous êtes par principe dans le microfoncier. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le même régime, et d'ailleurs, on va voir, c'est le meilleur régime, puisqu'on va voir que ça coince. Mais si vous ne voulez pas rester en microfoncier parce que tout simplement vos charges excèdent le fameux forfait de 30% sur les revenus, dans ces cas-là, il suffit de déclarer ce qu'on appelle une 2044, hein, c'est la déclaration annuelle que vous faites pour le foncier, et là,
obligatoirement, vous basculez dans du réel, on verra tout à l'heure, pour 3 années. Sinon, le régime il est très simple. Le microfoncier, vous reportez tout simplement les revenus et recettes que vous avez eus au cours de l'année sur votre déclaration d'impôt sur le revenu et l'État calcule un abattement de 30%. Alors donc là, j'ai repris tout simplement le système du microfoncier. Tout à l'heure, je vous parlais de 800 euros par mois, ça fait 9 600 euros encaissés. On suppose, enfin c'est pas on suppose, si on prend 30% de 9 600, ça fait un forfait de 2 880. Et du coup, vous vous retrouvez avec une base imposable à mettre dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire plus exactement que l'État va vous calculer de l'impôt sur le revenu et de la CSG à 17,2 sur les 6 720 euros, très exactement. Donc là, on a vu le microfoncier et on va basculer maintenant, ce que je vous avais dit, dans le régime du revenu foncier. Le revenu foncier, là, c'est le régime le plus ancien de tout temps. Le micro est arrivé bien plus tard. Et donc, on dépend de ce régime parce que soit on fait en dessous de 15 000 et qu'on a exercé l'option, soit on dépasse les 15 000 euros et dans ces cas-là, obligatoirement, on se retrouve dans un régime de revenu foncier dit réel. Alors, le régime du revenu foncier, là, est un peu plus complexe que le microfoncier, forcément. D'une part, on va enregistrer les recettes, et d'autre part, il va falloir tenir compte de toutes les dépenses qu'on en a réalisées. La taxe foncière, les intérêts d'emprunt, je ne parle pas du remboursement d'emprunt, les intérêts d'emprunt, les primes d'assurance, les loyers impayés, la rémunération des concierges, la rémunération des gérants, les primes d'assurance, les intérêts frais sur emprunt, des taxes annexes, les frais qui sont liés aux indemnités d'éviction et de relogement, les frais de procédure, et puis on a une espèce de petit forfait là, de 20 euros qui vient se caler à peu près tous les ans par local. Mais si la liste paraît super longue, dans la réalité, elle n'est pas longue du tout, puisque de façon très concrète, le remboursement d'emprunt n'est jamais une charge. Il faut vraiment que ce soit très important dans votre esprit. Et puis, si vous décidez, par exemple, de créer une autre pièce, c'est-à-dire de changer de superficie ou de changer de destination, vous passez d'un local professionnel à un local personnel ou autre chose, eh bien, c'est foutu. Ça, ce ne sera jamais une charge. Jamais. Le petit coup de peinture, c'est bon. Mais si on commence à faire des gros travaux ou si on commence à changer de superficie, c'est foutu. Et puis, les frais de notaire que vous avez payés, les frais d'agence, ne sont pas non plus des charges. C'est ce qu'on appelle des immobilisations et en aucun cas, ils viendront en déduction de vos frais. Et puis, parallèlement, on ne peut pas amortir le bien immobilier. Voilà, ça c'est un point important et c'est pour ça qu'on a droit à ces fameux 20 euros, qui est une sorte effectivement de petit amusement de la part de l'État. Olivier, le seuil, oui, c'est par foyer fiscal, les 15 000 euros. C'est pas par bien, c'est bien par foyer fiscal que ça se calcule. Donc les revenus fonciers, là, dans ma situation, j'ai toujours mes 9 600 euros. J'ai mes intérêts financiers de 2800, j'ai mes charges de 1200 euros, j'ai mon forfait, on suppose qu'il y a de petits biens qui sont à 40 euros, et je me retrouve avec une base imposable à 5560, c'est-à-dire moins que le microfoncier. Donc vous voyez là déjà d'emblée que le revenu foncier réel, qui apparaît d'être une sorte de petite contrainte, est quand même plus avantageux que le microfoncier. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et notamment pour les gens qui ont du microfoncier sur des biens qu'ils ont depuis 30 ans, souvent le microfoncier est la meilleure solution, en règle générale, dans cette situation. Et puis maintenant, je vais aborder quelque chose qui est, on peut dire, une grande mode actuellement, qui sont les loueurs en meublé non professionnels. Alors, grande mode actuellement, je pense que dans les années qui vont venir, et peut-être sous un an ou deux, ça risque de prendre du plomb dans l'aile, puisque le LMNP, l'État est en train de regarder, parce que c'est un régime qui est très avantageux, n'ayons pas peur des termes, puisque là, on change carrément de catégorie, on n'est plus dans des revenus fonciers. On tombe dans une espèce de pseudo-semi-professionnalité, c'est-à-dire que le LMNP, on se déclare auprès du centre des impôts comme loueur en meublé non professionnel et on va louer un bien en meublé. Alors,
mine de rien, le LMNP a quand même pas mal d'avantages. Les contrats sont à des différents, puisque là, comme vous louez un meublé, eh bien, on part sur d'autres bases. Ce n'est pas un régime tout à fait identique. Les durées des contrats sont différents. Les durées aussi pour stopper le contrat de loyer est également différent. Et donc, il faut vraiment en tenir compte que le LMNP est une situation à part. Et puis aussi, fiscalement, vous n'êtes plus en revenu foncier, vous êtes ce qu'on appelle en BIC. BIC, non professionnel pour ceux qui sont en réel et micro-foncier pour ceux qui ne le sont pas. Mais ça oblige un petit peu, enfin c'est pas un petit peu, quand vous faites du LMNP en réel, ça vous oblige à une comptabilité tout simplement et on en reparlera. Alors, ceux qui peuvent en bénéficier, tout le monde, j'aurais tendance à dire. À partir du moment où vous avez fait le choix de meubler votre bien et qu'il est meublé correctement et qu'il dispose des différents biens, vous pouvez opter pour ce régime et le déclarer directement auprès de ce qu'on appelle du centre de formalité des entreprises qui se trouve cette fois-ci au centre des impôts. Donc pas besoin d'aller voir votre CCI ou votre chambre des métiers, c'est bien au centre des impôts que ça se déroule. Et donc là, ils vont vous donner cette qualité de LMNP qui vous permettra d'établir, d'avoir un numéro sirène comme une société, ou une entreprise individuelle, et qui vous identifiera avec cette carte d'identité comme un semi-professionnel. C'est pour ça que je dis semi-professionnel, parce que tout simplement, le fait que vous n'exercez pas comme activité principale la location meublée fait que vous êtes non professionnel, LM, location meublée, NP, non professionnel. Ça signifie également que votre BIC, si vous avez un déficit, vous ne pourrez jamais le mettre sur des autres catégories que sont vos salaires ou autre chose. C'est la grosse différence avec le LMP, location meublée professionnelle, mais ça c'est encore un autre débat dont on ne discutera pas cet après-midi. Et donc, pour revenir sur le LMNP, là, vous avez deux choix. Soit ce qu'on appelle le micro-BIC, qui est le système, cette fois-ci, un petit peu comme tout à l'heure quand je parlais de micro-foncier. C'est pour toutes les recettes qui sont cette fois 70 000 euros par an, inférieures à 70 000 euros par an, ou 170 000 euros par an pour les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes et les meublés de tourisme. Dans ces cas-là, vous pouvez opter pour un régime micro-BIC. Et dans ce cas, il suffit de coller ça sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Et là, vous aurez un abattement de 50% cette fois-ci, voire de 71% pour les gîtes ruraux, pour les chambres d'hôtes et pour les meublés de tourisme. Ça, c'était le micro-BIC. Et maintenant, vous avez l'autre choix, qui est celui du réel. Et donc là, c'est un montant de loyer qui est perçu, qui est égal ou supérieur, cette fois, à 70 000 euros, ou lorsqu'on a exercé l'option, si on est en dessous. Et dans ces cas-là, c'est un petit peu le jackpot, puisque vous pouvez amortir la valeur du bien, du mobilier, de tous les travaux. Vous pouvez déduire toutes les dépenses qui sont liées à l'activité, notamment les frais d'acquisition. C'est-à-dire que les frais de notaire et les honoraires de l'agent immobilier passent directement en charge. Alors certes, ça va nécessairement, la première année, en règle générale, vous coller un déficit à l'intérieur de votre LMNP que vous ne pourrez pas utiliser si ce n'est que de le reporter d'année en année, ce qui fera que, de façon très concrète, la probabilité de payer des impôts, elle est quasiment égale à zéro pendant les 15 prochaines années. Et c'est pour ça que, revenons sur le slide, vous voyez le loyer à 9 600 euros, vous voyez les intérêts financiers et les charges, et cette fois-ci, j'ai rajouté les amortissements de 1500 et on se retrouve, alors, comment est-ce qu'on amortit? On amortit un bien sur une durée entre 25 et 50 ans. Tout dépend la tête du bien. Il est clair que si vous achetez un cabanon, on va l'amortir plus rapidement que si vous avez un bien immobilier sur les Champs-Élysées. Et donc, vous vous retrouvez avec une base d'imposition qui est égale très exactement à 0 euros. Et vous ne payerez ni CSG, ni CRDS. Donc, on voit quand même que là, il y a un vrai atout en la matière. Et donc, alors ce tableau est un petit peu compliqué, je l'avoue, mais je vais essayer de bien vous faire comprendre. Là, dans le cas concret, j'ai repris les régimes fiscaux des trois, revenus fonciers, l'option micro-foncier et l'option LMNP, en réel. Et je me suis amusé à calculer l'IR, l'impôt sur le revenu, avec une supposition de 15%, et la CSG, que le particulier devrait payer si il était propriétaire du bien immobilier.
Et je me retrouve dans le premier cas avec le revenu foncier à 1 790 euros, avec l'option microfoncier 2163 et avec l'option loueur meublé non professionnel à 0 euros. Donc là, dans ce cas, on voit bien que le particulier devra payer de l'impôt et de la CSG en fonction de la situation dans laquelle il se trouve et dans ce qu'il a opté. Et puis à côté, juste à droite, on voit la colonne du milieu, celle qui s'appelle échéance annuelle. J'ai rapporté quand même parce que comme la partie du loyer n'arrive pas à couvrir les échéances annuelles, je les ai rappelées ici. 14 400, c'est 1 200 euros par mois qui va manquer tous les mois et que le particulier va devoir remettre de sa poche tous les mois. Donc ça veut dire que de façon très concrète, il faudra sortir chaque année, ce qu'on voit dans la colonne de droite, 16 190 euros si on est revenu foncier, 16 563 euros si on a opté au régime du microfoncier et 14 400 euros si on est en loueur meublé non professionnel. Donc vous voyez que dans cette situation, là, le LMNP ressort un petit peu vainqueur de cette situation, puisqu'il permet de ne pas payer d'impôts pendant un certain temps, et j'aurais tendance à dire un temps certain, puisque là, on va sans doute dépasser les 15 ans. Alors que dans le premier et le second cas, eh bien, malheureusement, les règles feront qu'au fur et à mesure, en plus de remboursement des emprunts, les intérêts financiers vont diminuer, on va se retrouver à devoir payer de plus en plus d'impôts sur le revenu. Donc voilà pour la première partie qui est liée à l'achat en direct. Avant de passer sur la SCI, est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Non. Bon, si, il y a Mario. Ah ben super, merci Mario. C'est super sympa. Alors, ce que je vous propose maintenant, merci Aurélien aussi, ce que je vous propose, c'est de passer à l'étape, celle sans doute pour laquelle vous êtes venus aussi nombreux, c'est sur l'acquisition d'un bien immobilier, cette fois avec une société civile immobilière. Et donc, on se retrouve très exactement dans cette situation. On a vu la première phase directe, et maintenant, on va passer sur une SCI, et tout à l'heure, on verra la troisième partie avec une société, avec une holding au passage. Donc, là, on reprend la SCI à l'impôt sur le revenu. Et pour les plus observateurs, ils remarqueront que c'est exactement, mais exactement les mêmes choses que lorsqu'on était juste avant avec un propriétaire foncier. Pourquoi? Parce que, avant de parler, et c'est vrai que j'aurais dû peut-être commencer par là, une société civile immobilière, c'est quoi très exactement? Eh bien, c'est une société à part entière, c'est-à-dire qu'elle bénéficie d'une personnalité morale, c'est une personnalité différente. Alors certes, on ne peut pas boire le thé ni le café et manger des petits gâteaux avec une société civile immobilière, mais de façon très concrète, elle a exactement les mêmes droits et les mêmes obligations qu'une personne physique. Et donc, une SCI, c'est quoi? Eh bien, c'est la rencontre d'au moins deux personnes. Alors ça peut être une personne morale avec une personne physique ou deux personnes physiques qui se rencontrent et qui vont se dire, tiens, ce serait peut-être sympa de faire ensemble, d'acquérir un bien immobilier. Et puis tiens, tant qu'on y est, pour éviter justement l'indivision, on n'a qu'à faire une société civile immobilière. C'est pour ça qu'on se retrouve parfois soit via des sociétés à acquérir des biens immobiliers, soit entre un couple, par exemple, qui n'est pas marié, qui n'a pas de Pacs ni quoi que ce soit, et qui décide de faire ensemble une société civile immobilière, ou entre des parents et des enfants, ou entre des étrangers, ou même dans un couple. En fait, on peut tout imaginer. Une société civile immobilière, c'est un contrat qui lie des personnes, et puis ce contrat-là, on lui donne un nom, ça s'appelle des statuts. Et donc, quand on parle de statut, c'est ni plus ni moins qu'un contrat qui est passé entre différentes personnes. Et en matière de société civile immobilière, il faut au moins être deux. D'accord? Et donc, au moment de la création de la société civile immobilière, il y a plusieurs choix qui vont s'exercer sur un plan juridique et sur un plan fiscal. Alors, sur le plan juridique, en règle générale, c'est la date de clôture, c'est l'objet social, etc., etc. Et donc, c'est vrai que j'attire votre vigilance sur l'objet social et la rédaction des statuts en règle générale de société civile immobilière. On peut prévoir, par exemple, l'acquisition
de SCPI, on peut faire de la SCI, etc. Mais il y a un truc, par contre, qui est vraiment essentiel, à savoir, c'est qu'une société civile immobilière, c'est fait pour acquérir des biens afin de les louer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser à acquérir des biens immobiliers et puis les vendre chaque mois ou tous les 6 mois, vendre des biens immobiliers. Parce qu'en ces cas-là, la nature même de la SCI ne serait plus civile, elle deviendrait commerciale. Et dans ces cas-là, vous changerez de régime, on passerait nécessairement dans ce qu'on appelle un régime de vente de biens mobiliers. Et donc là, on passe obligatoirement dans une autre formule avec une société à l'IS et aussi avec d'autres risques. Alors, autre point également qui est très important, même s'il y a société dans le mot société civile immobilière, la SCI est un système un peu particulier. C'est pas une société de capitaux, c'est une société dite de personnes. Ça signifie que autant une SARL, une SAS ou une SASU ou une EURL sont des sociétés de capitaux et qui permettent d'avoir une séparation stricte du patrimoine particulier avec le patrimoine professionnel. Là, dans le cas d'une SCI, eh bien, les associés sont responsables de façon indéfinie et proportionnellement à leur détention de pourcentage dans la société. Ça veut dire que si vous êtes à 50% et qu'il manque 100 000 euros, eh bien, on ira vous demander 50 000 euros directement sur vos fonds propres. S'il y avait un problème, bien évidemment, avec la société civile immobilière. Donc, attention, dites-vous bien qu'à chaque fois que vous prenez une société civile immobilière, vous êtes associé, eh bien, par définition, vous engagez quelque part votre responsabilité personnelle à ce que les choses s'accomplissent bien. C'est la raison pour laquelle, en règle générale, il n'est pas conseillé de mettre des enfants mineurs à l'intérieur d'une SCI, puisque, par définition, ils n'ont pas la capacité à pouvoir répondre sur un patrimoine. Ils n'en ont pas, et surtout, ils n'ont pas l'âge légal pour pouvoir le faire. C'est pour ça que quand les enfants sont trop petits, généralement, on passe par un juge qui va juger justement de la situation et de la faisabilité en la matière. Alors, je vous ai parlé effectivement du contrat, des statuts, et du coup, comme en faisant des statuts, eh bien du coup, on a une existence sur le plan juridique. Et on va passer par le greffe du tribunal de commerce qui va vous remettre très exactement un cabis, une sorte de carte d'identité de votre société. Et du coup, en ayant ce cabis, eh bien, vous vous retrouvez aussi à avoir des obligations. Les obligations, je rappelle, c'est qu'au moins une fois par an, vous devez faire une assemblée générale. C'est super important, l'assemblée générale, il faut la faire obligatoirement parce que il y a plusieurs cas justement en matière de jugements fiscaux, des gars qui étaient sans doute mal lunés au niveau des inspecteurs, mais il n'empêche qu'ils ont attaqué sur la fictivité des sociétés civiles immobilières. C'est-à-dire que comme les personnes ne tenaient ni comptabilité, qui ne tenaient pas les comptes, qu'ils ne tenaient pas d'assemblée générale, l'administration fiscale a dit votre société civile immobilière, c'est du pipeau, elle n'existe pas, c'est un cas purement fictif et je la rejette. Alors autant vous dire que dans ces cas-là, c'est juste une catastrophe, puisque comme le bien immobilier revient dans le patrimoine des associés, eh bien c'est jugé comme étant un enrichissement, c'est juste une catastrophe d'un point de vue fiscal et financier. Donc faites très attention que même dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, que ce soit l'impôt sur le revenu, que ce soit l'impôt sur les sociétés, faites au moins une assemblée générale, un bout de papier, c'est peut-être suffisant dans le cas d'une SCI à l'IR, mais au moins faites quelque chose. Et on va parler maintenant de la SCI IR. Alors c'est vrai que dans une société civile immobilière, l'impôt sur le revenu, on va faire très simple. C'est comme si la société immobilière n'existait pas, puisque comme on est en revenu foncier, c'est le régime qu'on a vu tout à l'heure des personnes physiques qui s'applique. Si bien que si Monsieur Dupont et Monsieur Durand ont exactement 50, ce résultat fiscal qu'on a calculé tout à l'heure, qui était de 5 560, va se diviser en deux pour aller revenir chez Monsieur Dupont et chez Monsieur Durand très exactement. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Une SCI à l'IR ne change rien sur le plan fiscal par rapport à une détention directe. Donc ça, il faut bien le retenir. Et donc, on va prendre l'autre situation, c'est-à-dire celle qui va nous amener au passage à l'impôt sur les sociétés. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être à l'impôt sur les sociétés ? C'est super simple. Une SCI, quand on la crée, on peut tout de suite opter à l'impôt sur les sociétés, ou on peut éventuellement attendre
une année, 2 années, 3 années, pour opter à l'impôt sur les sociétés dans les 3 mois qui suivent l'ouverture de l'exercice. Mais honnêtement, réfléchissez bien parce que lorsqu'on attend pour passer à l'IS, il y a quand même un petit problème parce que quand on est à l'impôt sur les sociétés, toutes les charges deviennent déductibles. C'est-à-dire que les frais de notaire, c'est une charge. Les frais d'agence immobilière, c'est une charge dès la première année. Si vous vous déplacez, vous pouvez même des indemnités kilométriques. Vos assurances, bien évidemment, passent en charge. En fait, tout passe en charge, absolument tout. Mieux, pour certaines personnes, parfois, on peut même imaginer pour quelqu'un, par exemple, qui est en pré-retraite, qui a par exemple 60 ans et qui lui manque 2 années, qui se retrouve à la tête d'une société civile immobilière qui possède plusieurs biens immobiliers, il peut très bien même se salarier au sein de la société civile immobilière, juste à la fois pour se rémunérer, parce que, mine de rien, quand on a un patrimoine immobilier, il faut s'en occuper, mais ça lui permet en plus, effectivement, d'être assuré vis-à-vis de la sécurité sociale et de pouvoir continuer à valider ses trimestres de retraite. Donc, vraiment, une SCI à l'IS, c'est une société à part entière. Et puis, lorsqu'on est à l'IS, eh bien, le système est relativement simple. D'un côté, on va prendre ses loyers, et de l'autre côté, on va prendre toutes ses charges. Donc là, j'ai marqué les intérêts financiers, les charges, les amortissements. J'aurais pu même rajouter c'est les frais du notaire et les frais tout à l'heure de l'agence immobilière, et puis on va se retrouver, mais nécessairement avec une base imposable à 0 €. C'est un petit peu comme le LMNP, c'est exactement la même chose, avec un avantage majeur, c'est que on n'a pas besoin d'être en meublé. Une SCI à l'IS, par définition, peut à la fois toucher des biens loués nus, ils peuvent toucher des biens en meublé, et ça peut être des biens professionnels, on peut faire ce que l'on veut. Et pour Laurent, je vois une petite question sur la plus-value à l'IS. On en parlera tout à l'heure, justement. Ça, c'est la dernière partie. Je parle justement des cessions. Donc oui, et je suis tout à fait d'accord. Et l'amortissement, Olivier, il est valable en meublé, il est valable en nu, il est valable en tout ce que vous voulez, puisque ce qu'on amortit, c'est les biens qui sont à l'intérieur. Alors, avec une proportion un peu différente, hein, c'est-à-dire que, par exemple, dans mon cas, j'avais 300 000 € de valeur du bien immobilier. On peut pas amortir 100% de 300 000. On est obligé, en fait, de détacher une partie en terrain et une partie en bien immobilier. Alors, demandez à un notaire de vous faire la distinction entre les deux. Je vous garantis que je pense qu'il n'y a pas un notaire en France qui est capable de faire parce qu'on ne connaît pas la valeur des terrains, sauf bien évidemment qu'on les achetait un mois avant. Mais de façon très concrète, on propose, enfin l'administration fiscale, on va dire, dans son acceptation en règle générale globale, accepte 15% comme valeur du terrain, donc valeur qui ne sera jamais amortissable, et les 85 autres pourcents qui doit être amortissable. Alors je vous dis ça comme étant une vérité absolue, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque l'administration, de temps en temps, peut considérer que la valeur du terrain avec 15% est trop faible ou trop importante. Enfin, trop importante, j'y crois pas trop, mais trop faible, ça peut arriver dans le sens où ils peuvent avoir des terrains qui sont vendus à part et dans lesquels ils peuvent facilement définir la valeur d'un terrain. Mais quand on habite dans une ville, en règle générale, il est rare de trouver des terrains au centre-ville à vendre de façon détaillée. Et l'impôt sur les sociétés, donc, je vous disais, la SCI, c'est quasi impossible qu'elle paye pendant 20 ans le moindre impôt sur les sociétés, enfin dans ce cas-là, hein, et même si elle devait commencer à payer quelque chose, eh bien, elle se retrouverait dans une situation à devoir acquitter sur les 38 120 premiers euros de bénéfice fiscal. Bon, il faut s'accrocher hein, pour les faire. Ça fait 15% de taux d'IS qu'elle payera à part. Et pour au-delà des 38 120 € de bénéfice, je dis bien de bénéfice, c'est 28%. Mais vous voyez que là, c'est quasiment impossible de payer le moindre impôt pendant les 20 ou 25 premières années. Mais comme Laurent l'a fait remarquer, on le verra tout à l'heure, il y a quand même, d'un point de vue cession, quelque chose d'un petit peu différent. Donc là, j'ai parlé des sociétés. Alors,
la valeur du bien en 2020 ou le prix d'achat en 2005, par exemple, pour l'amortissement. Alors, Laurent, en fait, je sais, peut-être que j'ai mal compris, mais il faut tenir compte de la valeur du prix d'achat. En fait, on fonctionne en base de coûts historiques. Et quand on fait une société civile immobilière et qu'on opte à l'impôt sur les sociétés, c'est même pire que cela. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il fut une époque, on prenait la valeur vénale et on se disait, tiens, on fait un petit bilan d'ouverture, puis on est peinard, on n'a qu'à coller ça. Sauf que les choses aujourd'hui ont un peu changé, que désormais, il faut tenir compte des valeurs historiques. Pire, il faut tenir compte comme si on avait fait l'acquisition, comme si on avait fait l'amortissement depuis le début. Ça veut dire que quelqu'un qui s'est collé pendant 30 ans une société civile immobilière à l'impôt sur le revenu n'a aucun intérêt effectivement à opter pour l'IS, puisque par définition, il ne pourra rien amortir, puisque c'est censé déjà être amorti. Donc là, méfiance en la matière, quand vous optez à l'IS, il faut vraiment en avoir conscience, il faut voir auprès d'un professionnel pour faire un petit calcul, pour être assez tranquille. Alors, j'ai repris tout simplement l'exemple et on s'aperçoit là, encore une fois de plus, qu'on se retrouve, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, avec le même coût, c'est-à-dire que, eh bien, on a l'impôt sur le revenu pour le particulier qui va devoir, enfin, les associés vont devoir payer 1 790 €. On aura toujours les échéances annuelles à mettre de 14 400 et on va se retrouver exactement avec une somme à payer chaque année de 16 190 et de 14 400. La grosse différence, ce que l'on peut dire, c'est que la société civile immobilière, premièrement, eh bien, quand vous optez à l'IS, vous pouvez mettre de la location nue, vous pouvez mettre également du meublé, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça marchera toujours. Et troisièmement, c'est un petit peu plus sécurisant que le LNP, parce que la location en meublé non professionnelle, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ça a quand même du plomb dans l'aile actuellement. Et je ne suis pas persuadé que dans 2 ans, eh bien, le système fiscal puisse changer. Hein. Je rappelle que chaque année, nous avons des lois de finances, qu'on parle jamais de rétroactivité en matière de fiscalité. D'ailleurs, pour les puristes, hein, quand on parle que la rétroactivité est interdite, en fait, c'est pas tout à fait vrai. On parle la rétroactivité est interdite en matière judiciaire, mais certainement pas en matière fiscale. Et donc, en matière fiscale, un jour, le LMNP peut s'arrêter du jour au lendemain et où on va dire aux gens, désormais, maintenant, vous êtes en revenu foncier. Et puis là, ça sera un peu une catastrophe parce que tous ceux qui avaient pensé ne pas payer d'impôt vont commencer à s'y mettre. Alors que la SCI a tendance, tout simplement, c'est l'une des plus vieilles sociétés qui existent, les sociétés civiles en France. C'est du droit civil, donc je ne vois pas comment ça pourrait être remis en cause en la matière. Donc là, eh bien, tout simplement, on vient de voir le cas des sociétés civiles immobilières. Et ce que je vous propose, juste avant de passer à cette troisième partie, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Je vais attendre quelques secondes. Bon, mais il n'y a personne à l'horizon pour poser des questions. Et ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est de partir sur la troisième partie, qui est l'acquisition d'un bien immobilier. Merci Olivier de vos encouragements. C'est l'acquisition d'un bien immobilier avec une société civile immobilière, mais via une holding. Alors, c'est un peu spécifique comme situation, et on va le voir tout de suite, puisque là, on est dans la dernière partie. Vous voyez qu'il y a le bien immobilier complètement à droite. Il est détenu par une société civile immobilière qui est elle-même détenue par une société holding. Alors, ça change énormément de choses. Alors, quand je parle de société holding, c'est un terme simplement, alors je rappelle holding, ça veut dire en anglais détenir, to hold, détenir, tenir, et l'esprit en tout cas y est fortement, puisque une holding, c'est une société qui détient une autre société. Mais elle peut avoir n'importe quelle forme juridique, ça peut être une SAS, ça peut être une SARL, ça peut être une ERL, ça peut être une SASU, ça peut être une autre société civile, c'est-à-dire que la forme juridique n'est pas du tout liée à la notion d'holding. Holding, ça signifie simplement détenir, et donc c'est la fonction de la société. Et donc, j'ai pris deux situations différentes. Une à gauche, où on voit le dirigeant qui détient une holding et qui a, excusez-moi, donc c'est pas IR ou IS, c'est une grave erreur de ma part, et il faut lire à la place de IR, il faut lire SAS, et à la place de IS, Société civile immobilière, toutes mes excuses. Et puis de l'autre côté, à droite, on va retrouver
toujours le même petit bonhomme, où il a sa société, sa SAS, qui détient la société civile immobilière en direct. Hein. C'est-à-dire que si demain, vous voulez avoir et détenir via une holding une société civile immobilière, c'est peut-être pas la peine effectivement de monter une holding plus une société civile immobilière pour avoir votre société civile immobilière détenue par une société. Il n'y a pas besoin. Par contre, l'avantage de la situation de gauche, où il y a une holding et dessous, il y a une société style SAS et une société civile immobilière, c'est que si un jour vous vous débarrassez de votre SAS, vous partez à la retraite ou vous la vendez, eh bien vous pourrez conserver votre SCI. Et puis si un jour, malheureusement, votre SCI va pas très bien, eh bien vous pourrez la détacher en disant celle-ci, malheureusement, je la fais plonger d'un point de vue économique avec un dépôt de bilan, et je conserve ma holding et je conserve ma société civile immobilière. Tandis qu'à droite, eh bien, vous ne pourrez jamais vous séparer de votre SS, puisque par définition, elle détient votre société civile immobilière. Et si un jour votre SS venait à péricliter, eh bien, vous seriez bien embêté parce que dans ces conditions-là, eh bien, elle disparaîtrait avec votre SS. Donc, c'est pour ça que il faut bien réfléchir. Soit on privilégie la sécurité et puis on fait une société holding, soit au contraire, on privilégie peut-être un peu la simplicité, peut-être le coût aussi, hein, parce que tout simplement, avoir une holding, eh bien, il y a quand même un coût de fonctionnement qui est lié à la tenue de comptabilité et qui est lié aussi aux assemblées générales. Et puis, il y a un autre point également, c'est le temps que l'on consacre effectivement à faire un petit peu de tenue tenue de compte, si on peut parler comme ça, mais au moins, en tout cas, prendre un petit peu de temps de recevoir son relevé bancaire, regarder deux, trois choses. Alors, sans plus attendre, on va passer effectivement dans ce cas-là et on va se poser la question, mais après tout, pourquoi passer par une holding? Parce que après tout, c'est pas simplement là un phénomène de mode. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, on rentre vraiment dans la partie la plus dure de mon webinaire et puis n'hésitez pas en tous les cas de poser des questions à ce moment-là. Mais ce qui est très important, ce qui est super important de comprendre, c'est que lorsque vous, en tant que particulier, hein, vous l'avez vu, vous êtes obligé de compléter, hein, tout à l'heure on parlait de 14 400 euros, eh bien il faut comprendre que ces 14 400 euros, vous ne les avez pas trouvés sous le sabot d'un cheval, vous ne les avez pas fabriqués, vous n'avez pas de machine à fabriquer des billets, il a bien fallu que vous les ayez quelque part. Alors si vous n'avez pas joué au loto et que vous n'avez pas gagné d'argent, eh ben, vous avez dû travailler pour les avoir. Et pour avoir travaillé, eh bien, il y a eu d'autres personnes qui se sont servies. Alors, premièrement, vous remarquerez que vous payez des impôts. Et donc, de façon très concrète, pour avoir 14 400 euros, si je retiens l'exemple de tout à l'heure, il a fallu que vous donniez de l'impôt sur le revenu. Donc, j'ai calculé, ça faisait à peu près un peu plus de 2 900 euros. Et puis, pour avoir cette somme, c'est-à-dire la somme que vous allez mettre est 14 400, et pour payer l'impôt sur le revenu, il a fallu toucher de la part de votre SS, hein, si vous êtes dirigeant, il a fallu toucher un peu plus de 16 000 euros. Mais le problème, c'est que pour cette société, quand elle vous donne 16 000 euros, en supposant qu'elle vous ait donné ce salaire, eh bien, il a fallu qu'elle paye vos retenues salariales et qu'elle paye également vos charges patronales. Ça veut dire, de façon très concrète, on le voit à travers cet exemple, que pour que vous puissiez avoir 14 400 euros à mettre dans une société civile immobilière, il a fallu que la SAS, elle débourse 12 000 euros auprès de l'État, et en tenant compte des charges patronales, des retenues salariales et de l'économie qui vient en moins, cette fois-ci, de l'impôt sur les sociétés, que vous puissiez vous acquitter de 2 900 euros d'impôts et qu'elle paye les fameux 14 400. Moralité de l'histoire, on se trouve dans une situation où, si vous passez par le biais d'une société holding, eh bien c'est super simple. Si c'est la holding ou la SS qui détient la SCI, eh bien elle donne simplement que 14 400. Point barre. Elle n'a pas besoin de sortir plus d'argent que cela. Si bien que quand on fait la comparaison, combien ça coûte à la société? Eh bien, si vous avez une détention directe et que vous avez une détention directe, ça coûtera 28 000 euros, très exactement, 28 000 euros à la société, à la SAS, pour vous donner un salaire, pour payer les charges sociales, pour payer les revenus salariales, pour payer l'impôt sur le revenu. Alors que si c'est la SCS qui détient la SI, on sera à 14 400 euros,
très exactement. C'est-à-dire, de façon très claire, c'est la moitié si on passe dans le premier cas, et c'est le double. Ça veut dire que quelqu'un qui ne passerait pas par une holding, mais qui aurait quand même une société, hein, qu'on soit bien d'accord, eh bien, quand un pour acheter un bien, l'autre pour en acheter deux, très exactement. Donc ça, il faut vraiment en tenir compte que ce système que l'on baptise de micro-holding familial sont avant tout une notion qui est un levier fiscal qui est assez juste exceptionnel. Et ça, vraiment, il faut en tenir compte. Alors, j'ai tenu compte, effectivement, de cette situation. Alors, on va le trouver là. Dans la société civile immobilière à l'IS, on est bien à 0 €, d'accord, hein, où on va payer. Alors, est-ce qu'on peut encore améliorer le système, hein, puisque là, maintenant, on a vu que, finalement, pour un bien, vous pouviez en avoir deux. Eh bien, la réponse est oui, on peut encore améliorer le système. Pourquoi? Parce que tout simplement, il existe un système assez fabuleux en la matière où, lorsque on va avoir une SCI qui est détenue par une société holding, qu'on soit bien d'accord, eh bien, on va se poser de la question de savoir si la SCI, il faut la laisser à l'impôt sur le revenu. Alors, on parle de translucidité, on parle de transparence fiscale, ou s'il faut au contraire opter à l'IS. Eh bien, tout simplement, si on est dans une SCI transparente, eh bien, les loyers seront de 9 600 €. Mais il y a un truc assez extraordinaire avec une SCI, c'est qu'une société civile immobilière n'a pas à proprement parler de régime fiscal indépendant lorsqu'elle est transparente. Elle a le régime fiscal de son détenteur. C'est pour ça que quand il y a un particulier qui détient une SCI transparente, enfin un impôt sur le revenu, c'est le revenu foncier qui s'applique. Mais lorsque c'est une société à l'IS qui détient une société civile immobilière, à l'impôt sur le revenu, et bien du coup, elle amortit ses biens, elle passe tout en charge comme si c'était une SCI, à l'IS. Et donc, de façon très concrète, on se retrouve non seulement avec une base qui va être à zéro, mais mieux, comme on sait la première année ou la deuxième année qu'on va avoir, voire plus, qu'on va avoir systématiquement un déficit au niveau de la SCI, eh bien ce déficit fiscal va être remonté à l'intérieur de la holding. C'est bien que dans la holding, si je devais payer encore un tant soit peu de l'impôt sur les sociétés, eh bien là, la base va être encore diminuée. C'est une sorte d'effet qu'on appelle qui se coule. Il y a deux effets. D'un côté, je n'ai pas besoin d'apporter l'argent, je l'apporte directement via ma société holding, si bien que j'ai rien à sortir personnellement. Et deuxièmement, on arrive à remonter même du déficit. Donc c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Alors, Mathieu, où est le deuxième associé de la SCI? Que doit-il payer? Alors, dans mon exemple, je ne me suis pas embêté. Je suis parti du principe que la holding détenait 99,999% des parts et que le particulier détenait 0,01%. On a bien deux associés. Et quand on est dans des sommes de pourcentage aussi basses, on s'enquiquine pas. Les montants sont tels quels, c'est-à-dire que là, on est en train de parler de 1 €, 2 € de revenus pour le deuxième associé. Je rappelle, deuxième associé, il suffit d'avoir un deuxième associé, mais en aucun cas, on a à s'enquiquiner. Donc, par exemple, vous créez un capital, je ne sais pas moi, 10 000 €, 10 centimes pour le deuxième associé, et le reste pour la société holding, vous avez bien vos deux associés, et du coup, fiscalement, c'est vite réglé. Et comment sort l'argent de la SCI? Eh bien, l'argent de la SCI ne peut pas sortir. Il peut sortir de deux façons. Soit dans l'absolu, et dans l'absolu, qu'on soit bien d'accord, et dans le cas où il y aurait véritablement une activité économique qui pourrait justifier d'un salaire, on pourrait avoir un salaire dans une SCI. Sinon, eh bien, la SCI, que ce soit on fait une remontée, si on a un impôt sur les sociétés, on peut faire une remontée de dividendes, et dans ces cas-là, il y a une exonération au sein de la holding qui reçoit ces dividendes, ou si c'est une société civile immobilière, un impôt sur le revenu, on remonte gratuitement de nouveau l'argent de la SCI. Et après, une fois que l'argent est dans la holding, vous pouvez le remonter en tant que salaire ou en tant que dividende au sein pour le particulier. Donc le particulier peut recevoir des dividendes et donc ça se passe en deux temps. C'est un petit peu la même chose, mais ça se passe en deux temps.
Donc là, on a vu cette partie et vous allez tous me dire, ben voilà, c'est extraordinaire, les sociétés civiles immobilières, il n'y a que des avantages. Eh bien, non, il n'y a pas que des avantages. Alors, on va juste terminer sur ce petit point, effectivement, pourquoi apporter plus. Et donc là, on s'aperçoit que dans cette situation, dès qu'on monte avec une société holding qui est à part, eh bien là, vous avez remarqué, l'IR et la SSG, il y en a zéro pour le particulier. Les échéances, ben, c'est la holding qui va compléter, donc il n'y a plus besoin de sortir d'argent. Et puis, quand on a l'IS, on ne paye rien. Quand on a l'IR, on ne paye rien. Il y a même une possibilité de remonter le déficit. Par contre, il y a des inconvénients. Et là, on va en parler directement. Et tout à l'heure, Laurent a dévoilé un petit peu le suspense. Laurent, c'est terrible dans la matière, mais on va bien parler de plus-value. Parce que si je vous ai parlé effectivement que d'avantages, ah oui, alors attendez, merci Laurent. Estelle, c'est la holding qui complète, mais d'où la holding sort son argent? Eh bien, la holding sort son argent, je rappelle, la holding, soit c'est une SAS, soit c'est la holding qui détient d'autres SAS. Donc là, il faut bien être dirigeant quand même, hein, Estelle, hein, dans cette situation. Mais c'est votre propre société si vous êtes dirigeant. Alors, il est évident que quelqu'un qui est salarié, il ne fera pas de holding, il ne va pas s'enquiquiner là. Véritablement, j'ai quand même ciblé les dirigeants d'entreprise dans cette troisième partie. Et donc, de façon très concrète, c'est l'argent que la holding peut avoir de l'exploitation de sa filiale ou tout simplement l'argent qu'elle peut avoir parce qu'elle envoie des factures et qu'elle arrive à faire du bénéfice. Alors, je reviens maintenant sur la plus-value et c'est là où le bas blesse parce que je rappelle, quand vous avez un bien immobilier que vous détenez en direct ou en microfoncier ou par le biais du LMNP ou éventuellement d'une société civile immobilière à l'impôt sur le revenu, on a vu que l'avantage était quand même relativement maigre dans ces cas-là, eh bien, dans ces cas, vous bénéficiez d'une exonération qui peut aller jusqu'à 100%, et donc, si on le détient pendant 30 ans par le biais de la CSG, CRDS, et un petit peu moins au niveau de l'impôt sur le revenu. Mais cette détention, la plus-value, donc, est fonction de la durée de détention du bien. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est assez extraordinaire, mais premièrement, j'ai beaucoup de mal à croire que pendant 30 ans, on va pouvoir bénéficier d'une exonération quand on sait qu'au sein du gouvernement, il y a encore 4-5 mois, certaines voix commençaient à dire mais pourquoi est-ce qu'on taxe pas les biens immobiliers, les résidences principales? Bon, alors quand on commence comme ça à se poser la question si les résidences principales vont être taxées, je me pose la question si demain, les biens immobiliers que les gens ont pu faire au niveau locatif vont pas être taxés et que les gens qui auront attendu patiemment pendant 30 ans pour croiser les doigts et se dire qu'un jour ils sont exonérés, je crains que ça change un peu. Vous savez, il fut une époque, il suffisait de détenir des biens pendant 15 ans et on était exonéré. On est passé sur 28 ans quand même aujourd'hui, voire 30. Donc de façon très concrète, aujourd'hui, croire que l'on va être exonéré parce qu'on détient le bien à titre privé, j'ai de plus en plus de mal à le croire dans notre société actuelle. Le second, il est vrai que lorsque on détient un bien immobilier via une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, eh bien, lorsqu'on cède, eh bien, on va se retrouver avec un bien dans lequel on va payer une plus-value. Et nécessairement, ce sera toujours un peu le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, imaginons qu'on vende, eh bien, d'un côté, on va avoir le prix de cession, et de l'autre côté, on va avoir la valeur du bien d'origine, moins les amortissements qu'on a déjà pratiqués. C'est-à-dire que tous les amortissements, tout ce qu'on appelle les dotations aux amortissements qu'on a pu pratiquer au fur et à mesure, eh bien, ils vont être ni plus ni moins diminués. Ils vont diminuer la valeur nette, si bien que la base imposable va nécessairement grandir chaque année. Alors, pour ne pas avoir de base imposable, il faudrait que le prix de cession se casse la binette, mais il est vrai que ces derniers temps, les biens immobiliers ont pris quand même pas mal de valeur. Et quand on vend, eh bien, on se retrouve à devoir payer jusqu'à 38 120 euros de l'impôt sur société à 15% et au-delà 28. Alors, avec un petit bémol, parce que si on est en SCI à l'IS, en règle générale, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé à avoir des déficits qui se sont cumulés et au moment où on calculera la base imposable, il faudra faire base imposable, prix de cession, moins la valeur nette après amortissement, moins les déficits cumulés restants à reporter.
Et du coup, ça fera peut-être un peu moins élevé. Mais pour quelqu'un qui ferait une très grosse... C'est pour ça que quand je disais, si vous avez déjà un bien immobilier depuis 30 ans, surtout n'optez pas à l'IS, il n'y a aucun intérêt parce que là, typiquement, ce serait juste catastrophique parce que vous payerez la plus-value d'emblée. Et c'est pour ça qu'en règle générale, il est toujours plus important de faire très attention lorsqu'on opte à l'IS, d'avoir recours à un conseil pour être tranquille et pas faire de grosses bêtises en la matière. Donc voilà, j'ai terminé sur la conclusion. Ce que je voulais vous dire, effectivement, et ça va sortir un petit peu de ce cadre-là, c'est qu'une société civile immobilière, vous avez vu, c'est pas simplement un moyen d'améliorer son patrimoine, on l'a vu, c'est pas simplement un moyen également un levier fiscal, on l'a vu, mais c'est aussi un formidable moyen pour transmettre votre patrimoine auprès des enfants, auprès d'héritiers. C'est un point qui est important. Alors, on ne va pas le traiter là maintenant parce que c'est pas nécessairement le sujet, mais sachez en quelques mots, je vais vous donner quelques pistes, qu'on peut très bien ce qu'on appelle faire des démembrements des parts sociales, hein, c'est-à-dire qu'on conserve la nue propriété et puis on donne aux enfants l'usufruit ou vice-versa, on donne plutôt généralement le bien. Il faut imaginer une sorte de pommier et dans lequel vous donnez le pommier puis vous conservez le droit de manger les pommes. Hein. Donc on donne la nue propriété à ses enfants et nous on va conserver effectivement l'usufruit, c'est-à-dire le droit aux dividendes. C'est un formidable moyen de transmettre aux enfants et d'éviter des droits de succession. Et puis aussi, c'est un moyen aussi, si on veut conserver un patrimoine à peu près clair, pour éviter l'indivision, eh bien, on met tous les enfants dans une société civile immobilière, et là, vous êtes un petit peu tranquille pour éviter que le système explose. Alors certes, les enfants devront se débrouiller ensuite pour savoir qui rachète quoi, mais personne ne pourra dire tiens, je vends tout, et ce qui risquerait de nuire aux héritiers restants. Donc voilà effectivement ce que je voulais vous parler des sociétés civiles immobilières. J'espère effectivement avoir été clair, même si je sais que la troisième partie est un petit peu plus complexe. Et maintenant, ce que je vous propose, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre en direct. Bon, Olivier, merci. D'accord, merci Frédéric. Ok, génial. Génial. Ok. Bon, écoutez, merci en tout cas de vos encouragements. Ce que je voulais vous dire, c'est j'ai été super content d'animer cette réunion. On en a plusieurs hein, qui vont se faire chaque jour. Donc, Dougs a décidé d'animer des réunions. Et ce que je vous invite, si ça vous fait envie, il y en a plusieurs. Il y en a une qui est demain sur les mesures fiscales et sociales. On en a une autre sur les améliorations des revenus du dirigeant. Tout cela, vous le trouvez sur notre site. On l'a mis en direct. En tous les cas, je remercie vivement en tous les cas de votre présence. Et je vous dis à très bientôt. Et puis oui, le lien de replay, on va essayer de le mettre sur YouTube, je crois, assez rapidement. Ah, Geoffrey, une petite question. Dans le cas d'un couple non marié, mais pacsé, avec des enfants en commun et non, la SCI est-elle la meilleure solution pour protéger tout le monde? Oui, j'aurais même tendance à dire que c'est souvent le cas et peut-être l'unique d'ailleurs en la matière. Et là, il faut fortement, en tous les cas, Geoffrey, que vous puissiez regarder ce point-là. C'est un débat, en tous les cas, et je pense que pour des biens immobiliers, c'est sans doute l'unique solution. Il peut y en avoir d'autres, hein, avec ce qu'on appelle des clauses, etc., qui peuvent se faire sur des personnes non mariées et non pacsées. Mais en tout cas, d'un point de vue fiscal, ça protéger absolument tout le monde. Voilà, écoutez, merci à tous et puis je vous dis à très bientôt et à bientôt chez Doux. Au revoir.